Alors, donc, la deuxième intervention de cette session, de cette partie de notre colloque, va être le fait de Nicolas Andlauer, qui est donc de formation initiale philosophe, qui, parallèlement, en même temps qu'il enseigne actuellement la philosophie, est également auteur de performances artistiques dans lesquelles il mélange, donc il unit la musique et la danse buto, ce que je trouve personnellement tout à fait passionnant. Il a, de la même manière que Jean-François Klutzen, ce même profil double de chercheur et de praticien. En tant que praticien, il a appris et enseigné le clavecin et la musique ancienne. Il a été formé à Strasbourg, à Paris et donc à Salamanque en Espagne, enseigné au Conservatoire de Tarbes et à l'Institut supérieur des arts de Toulouse. En tant que musicologue et chercheur, il a donc commis une thèse de doctorat soutenue à Toulouse-Le Mirail en 2018, qui portait précisément sur la théorie rythmique de Francisco de Salinas et sa réception en France jusqu'en 1640. Nous sommes tout à fait intéressés à Sainte-Geneviève par votre communication, et qui prend place dans votre proposition m'avait, je le dis, carrément enthousiasmée quand je l'avais lue au moment de la sélection donc, des communications. Et elle trouve d'autant mieux sa place dans ce colloque que le De Musica Libri Septem, donc publié par Salinas en 1577, se trouve, comme par hasard, conservé dans 3 des établissements partenaires donc, de cette manifestation, Sainte-Geneviève, la Mazarine et la BNF. Voilà, donc je vous laisse la parole avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour avoir accepté aussi, de manière aussi enthousiaste ma communication. Excusez-moi, donc apparemment vous allez avoir ma présentation coupée sur les bords, mais j'essaierai de vous raconter ce qu'il y a autour des marges du sujet. Donc le titre entier, c'est Salinas en sa bibliothèque, un vecteur de l'érudition musicale à l'âge classique, pour parler grosso modo du XVIIe et je parlais un tout petit peu du XVIIIe siècle, mais ce sera surtout centré sur la réception de Salinas en France au XVIIe siècle et je dirais même surtout à Paris, là pour faire contrepoint à la précédente communication. Alors, comme introduction, en décrivant la circulation du savoir encyclopédique à l'âge classique, René Pintard et Marc Fumaroli ont montré comment le libertinage érudit du XVIIe siècle prenait sa source dans les méthodes humanistes du siècle précédent et comment la République des lettres, donc la Res Publica Literaria, traversait les XVIe et XVIIe siècles sous la forme, là je cite Marc Fumaroli, d'une démocratie égalitariste moderne dont le corps électoral se résume au seul contemporain vivant, je ferme les guillemets, mais qui sélectionne ses figures tutélaires au titre de viri eruditissimi ou viri doctissimi, et qui sauvegarde et donne accès à leurs ouvrages au sein de bibliothèques qui sont organisées à cet effet. Donc l'objet de ma communication est de souligner le rôle que tient Francisco de Salinas, donc musicien et théoricien de la musique espagnole du XVIe siècle, dans ce système qui est à la fois collectif et sélectif. Et donc en repérant à quel moment son nom se transforme en autorité, comment son ouvrage principal, donc le De Musica, en 7 livres, publié en 1577, comment son ouvrage est acquis, conservé, légué, mais aussi comment il est lu, annoté, assimilé, critiqué. Mon intention est simplement de replacer la transmission du musical au sens large à l'âge classique dans le cadre multidisciplinaire qui est celui de la République des lettres et dans le cadre de ces méthodes qui lui sont spécifiques. Je soulignerai donc l'appartenance de Salinas à cette République idéale de son vivant même, l'attente que suscitaient ses travaux et l'intensité de leur réception française pour proposer un examen aussi rapide que possible des volumes existants du De Musica qui mettent en valeur la dimension matérielle de la transmission et de la discussion de son contenu scientifique. Alors, pour commencer, justement, comment Francisco Salinas, de son vivant même, un bref rappel de la manière dont il s'inscrivait lui-même dans cette république idéale.
professeur de musique aveugle de l'université de Salamanque. Il n'a pas attendu donc son décès en 1590, à l'âge de 77 ans, pour être reconnu comme un citoyen à part entière de cette République européenne des lettres. Depuis, donc, les méthodes philologiques et critiques dont il hérite et qu'il met lui-même en œuvre dès ses débuts en Italie, lorsqu'il étudie les traités, les manuscrits grecs à partir de 1538, jusqu'à ses relations amicales et épistolaires avec, bon, entre autres, Minturno, Rota, Arias Montano, et jusqu'à son projet inabouti d'édition du De Musica à Anvers, chez Christophe Plantin. C'est un élément qui est souvent ignoré, mais il espérait, donc, avec cette édition qui n'a pas eu lieu finalement, qui a été reportée sur Salamanque, il espérait de cette édition chez Plantin une diffusion, une réception plus favorable pour ses travaux. Et dans la préface à ce traité, donc publié en 1577 finalement à Salamanque, il s'adresse finalement directement à ses pairs en énumérant toutes les nations qui, je cite, réparties sur tout le globe, s'efforcent de contenir la ruine certaine des bonnes sciences, en ajoutant que la science musicale trouve ses meilleurs promoteurs parmi les Italiens et les Français. D'après l'auteur de la toute première vie, l'auteur anonyme de la toute première Vita qui lui est consacrée, que vous voyez affichée ici, je reparlerai de ce document un petit peu plus tard, Salinas connaissait non seulement les langues grecques, latines et italiennes, mais aussi flamandes et françaises. Et l'auteur fait aussi l'éloge de sa conversation, en laquelle il se montrait, dit-il, plaisant et joyeux. Alors, cet art de la conversation savante, qui est au centre de la sociabilité des académies à l'époque, Salinas l'exerçait sur des matières aussi sérieuses que le calcul du calendrier lunaire en fonction du nombre d'or, j'aurai à reparler du nombre d'or à la fin de cette communication, ou l'établissement des peines juridiques suivant la proportion harmonique. Des recherches auxquelles ces livres d'harmonique offraient un modèle épistémologique très attendu par ses pairs. À cette projection des idées de Salinas dans la République européenne des lettres, les élites françaises, parisiennes et provinciales, offraient un terrain d'accueil particulièrement favorable. Tout d'abord parce que les préoccupations des intellectuels convergeaient avec les thèmes du De Musica, et aussi parce que, de manière encore plus générale, cet accueil illustrait une part de la réalisation d'un mythe multiséculaire, celui de la translatio studii ad Francos, le déplacement des études vers la France. Et de fait, des exemplaires du traité furent précocement acquis, tant dans les provinces, à Toulouse, à Angoulême ou à Dijon, mais j'en parlerai peu, qu'à Paris. Et donc c'est particulièrement à ces relais parisiens que je vais m'intéresser. Parmi les membres de l'Académie du Palais, qui est réunie autour du roi Henri III à partir de 1576, le jeune musicien Jacques Mauduit était particulièrement apte à jouer le rôle de transmetteur de l'œuvre de Salinas. On sait que c'est à Mauduit que l'on doit d'avoir préservé les travaux musicaux et poétiques de l'Académie et d'en avoir transmis la teneur à son disciple en la matière, Marin Mersenne, installé dans la capitale dès 1611 et bientôt dans son tout nouveau couvent des Minimes de la place Royale. Or, le nom de Salinas figure en première place dans les écrits de Mersenne dès les Questiones in Genesim de 1623, qui sont rédigés sous les conseils scientifiques de Jacques Mauduit. Tout porte à croire que le volume du De Musica de Salinas, qui est légué au couvent des Minimes en 1657 par le fils de Jacques Mauduit, Louis Mauduit, donc vous voyez son ex-libris ici, avait auparavant appartenu à son père qui était décédé 30 ans plus tôt. La réception précoce du De Musica en France laisse également des traces dans les écrits théoriques au tournant du siècle. Son influence est palpable, même si elle reste implicite. Dans l'orchésographie de Toineau Arbeau, alors Jean Taboureau, neveu d'Estienne dont on a parlé ce matin, dont Guillaume Bunel a parlé ce matin. Son influence donc implicite dans l'orchésographie de Toineau Arbeau, dans le compendium de René Descartes en 1618, notamment parce que ces auteurs placent le phénomène rythmique au premier plan. Et quant au manuscrit dit de la musique spéculative rédigé vers 1603 par Nicolas Bergier, correspondant de Peiresc et de Mersenne,
j'ai pu vérifier qu'il s'agissait en grande partie d'une traduction en français, d'une traduction non avouée, du 5e livre de Salinas consacré à l'étude des rythmes. Enfin, il faut noter que cet accueil réservé par la République des Lettres à l'auteur du De Musica est concomitant avec son élection au rang des hommes illustres. La notice biographique en espagnol dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France, a été employée dès 1603 par Jacques-Auguste de Thou pour la rédaction de son Historia sui temporis, un ouvrage qui ne sera publié qu'une vingtaine d'années plus tard en latin, mais dont on peut faire remonter la rédaction à ces années-là, à 1603. De Thou, qui possédait lui-même un exemplaire du De Musica, qui est aujourd'hui conservé à l'Arsenal et qui porte son chiffre. Le document en question, donc la première vie écrite au sujet de Salinas, a été recueilli par le neveu et collaborateur de Thou, donc Pierre Dupuy, au titre de ce recueil de papier qu'il a intitulé Clarorum Virorum Elogia, donc une liasse de papier qui est destinée à servir aux éloges des hommes illustres, où Salinas est, avec Zarlino, l'unique musicien recensé. À travers cette captation française de l'information concernant Salinas, se réalisait donc l'accession précoce de l'espagnol défunt au Parnasse des humanistes. C'est approximativement entre la publication des Questiones Ingenesim de Mersenne en 1623 et puis celle du dictionnaire de Moreri en 1674, grosso modo, que les suffrages accordés à Salinas par les acteurs de la République des Lettres sont les plus nombreux, les plus explicites. Bon, Marin Mersenne, en 1636, élève officiellement le binôme Salinas-Zarlino au premier rang de ceux qui ont excellé dans la théorie et dans la pratique de la musique. La densité d'exemplaires est maximale dans les principaux cénacles parisiens où s'échafaude la nouvelle science. Au couvent des Minimes du père Mersenne faisait pendant le cabinet des frères Dupuy, réunis depuis 1617 dans la bibliothèque du président de Thou, et où l'art de la conversation érudite prenait l'allure de concerts harmonieux, nous disent les témoins. On y disposait de 2 exemplaires du De Musica, puisque celui de Thou avait été rejoint par un second exemplaire, relié cette fois aux armes des frères Dupuy. Et d'autres exemplaires nourrissaient encore les rangées d'in-folio, donc dans les bibliothèques les plus prestigieuses de la capitale. Celle de Louis Bizot, j'y reviendrai, celle de Jean Balesdins, dont vous avez déjà entendu parler, et qui se retrouve donc à la bibliothèque Sainte-Geneviève, celle de l'hôtel de Condé, et celle de Colbert, enfin, dont on a un témoignage dans le catalogue de Baluse. Voilà. La capitale du royaume est aussi un recours pour les Flamands et les Hollandais dans la mise à disposition de l'ouvrage à cette période. Le volume qui avait appartenu à Jacob Golius à Leyde n'y suffisait pas. Des correspondants de Descartes et de Mersenne comme Johann Albert Bahn ou Franz van Schroeten devaient se contenter de copies manuscrites. Et c'est seulement en 1673 que Constantin Huygens finira par dénicher un exemplaire du traité chez un libraire parisien, au terme d'une quête qui avait vainement mobilisé ses correspondants européens de Besançon jusqu'à Madrid. Et son dépit exprimé depuis La Haye envers ses relais espagnols, je cite, qui n'ont pas su qu'il y eût jamais eu un Salinas au monde, illustre bien la captation septentrionale subie par la figure de l'humaniste de Salamanque. Comme Constantin Huygens lui-même, il est probable qu'Isaac Vossius ait été amené à discuter les thèses de Salinas au cours de son séjour parisien entre 1641 et 1644, alors qu'il fréquentait le cabinet Dupuy. Et son propre exemplaire, conservé donc dans la bibliothèque des hommes illustres et légué à l'université de Leyde en 1689, en porte les traces, comme on le verra tout à l'heure. Et Vossius lui-même, sans faire référence directe aux musiciens espagnols, s'en inspirera manifestement dans son livre publié en 1673 intitulé « Le chant des poèmes et la force des rythmes ». Donc, après cette période centrale,
Je passe plus brièvement sur une période que je qualifie plutôt de relégation de l'ouvrage. C'est au moment où l'autorité acquise par Salinas semble maximale en France, qui est officialisée en quelque sorte par la notice biographique que Louis Moreri lui consacre en 1674 dans son dictionnaire. C'est à ce moment-là que la réception de ces théories devient moins manifeste. D'une part, on le voit disparaître avec certaines bibliothèques érudites qui se transmettaient de génération en génération, comme celle des Huygens ou celle des Colbert. Et d'autre part, plus les legs se réalisent finalement entre possesseurs privés et bibliothèques académiques ou conventuelles, plus le respect matériel pour l'ouvrage augmente aussi, et donc plus les traces d'usage se font rares. Cependant, il y a un volume qui semble porter la trace d'un emprunt exceptionnel qui aurait été réalisé, c'est une hypothèse, auprès de la bibliothèque Sainte-Geneviève, la bibliothèque qui pratiquait depuis le début du XVIIIe siècle une ouverture sélective à un public choisi. Et l'exemplaire donc, conservé au couvent Sainte-Geneviève depuis 1694 porte entre-temps l'autographe d'un démo qui pourrait bien être démo de la salle, l'auteur d'une nouvelle manière d'écrire la musique qui est inspirée de Mersenne et qui fit polémique dans les années 1726-1728. Donc l'emprunt qui aurait été donc signé de sa main perpétuerait ainsi les gestes de consultation et de marquage qui entouraient l'ouvrage un siècle auparavant, et c'est de ça que je vais parler à présent. Marc Fumaroli a bien montré comment l'élection des bons auteurs aux dépens des mauvais représentait l'un des principaux, je cite, mécanismes de précaution des humanistes à l'égard de l'imprimé. L'autorité était la conséquence d'une bibliophilie sélective qui s'exerçait au sein de bibliothèques organisées en réseau par une série d'outils de catalogage et de renvoi, et où la théorie musicale avait toute sa place. Pour citer le musicien Eustache du Courroy, dans la préface de ses Preces Ecclesiasticae de 1609, la musique comme science faisant partie des mathématiques démonstratives et très certaines, fin de citation, devait nourrir le loisir lettré de la classe la plus instruite à travers, je cite encore, la lecture des bons auteurs, avec un H, auteur. Une série de variables apparaissent à l'intérieur de ce cadre général. Les catalogues permettent d'apprécier le degré de spécialisation des possesseurs en termes de théorie musicale, branche de l'arithmetica et des mathematici, où le volume est toujours classé au milieu du XVIIe siècle. Et nous le voyons d'ailleurs quitter le plus souvent ces rubriques à partir de la fin du XVIIe siècle, au moment où la mathématisation du phénomène musical perd de sa pertinence, c'est discutable. Avoir Salinas en sa bibliothèque était donc le signe d'une appartenance à un réseau bien informé. S'il est vrai qu'il côtoyait souvent les traités de Zarlino, on n'hésitait pas parfois à se séparer du second pour ne conserver que le premier, comme ce fut le cas en 1695 lors de la vente d'une partie de la bibliothèque de Christian Huygens. Dans la bibliothèque de Louis Bizot, l'ouvrage faisait la paire, comme vous le voyez ici à droite, avec un traité plus ancien de Pietro Aaron qui est relié avec lui. Enfin, certaines bibliothèques ne connaissaient que lui, comme cela semble avoir été le cas au couvent des Minimes de Toulouse, où le père Pierre Dagut, dont vous voyez le nom ici au milieu de la deuxième vignette, correspondant de Mersenne en 1628 au sujet des œuvres perdues, je cite, du pauvre Franciscus Salinas, avait initié une politique d'acquisition très ciblée. À ces processus de sélection et de classement s'ajoutent des procédés de personnalisation de l'ouvrage. La reliure, tout d'abord. Prestigieuse marque de propriété lorsqu'elle était de cuir et portait le chiffre de doré de Tout, de Louis Bizot, des frères Dupuis, ou bien impliquant le recours à l'ex-libris interne quand il s'agissait d'une simple reliure d'amateur en vélin. Les traces d'usage ensuite. Annotations manuscrites diverses, soulignages, simples tâches involontaires, qui sont donc les indices d'une consultation personnelle souvent érudite, mais non respectueuse du livre en tant que tel. Alors, ces traces d'usage nous renseignent sur la profondeur de lecture, variable, encore une fois, dont a pu bénéficier l'ouvrage. Parfois sur les exemplaires les plus épargnés, comme celui des Dupuis ou celui du Collège Royal de Toulouse, des taches d'encre éparses ou des empreintes digitales récurrentes témoignent seules d'une consultation assidue.
voire de l'utilisation de la plume par le lecteur comme pour la réalisation d'une copie ou la prise de notes. Mais alors que l'exemplaire de tout est vierge de toute trace, à l'autre extrême, celui qui est relié par Louis Bizot, avant la fin des années 1630 et qui est conservé à la Mazarine, présente dans ses marges une surcharge d'annotations qui relève d'un lecteur nettement plus musicophile que bibliophile et moins soucieux de l'entretien du volume que de l'assimilation, de la clarification de son contenu très dense. Et vous en voyez ici les traces. C'est une écriture qui est en grande partie effacée, mais qu'on relie facilement avec la lampe de Wood. À cette lecture donc quasi exhaustive, on peut opposer des lectures qui sont plus ciblées et qui pouvaient mettre éventuellement à profit l'index final de l'ouvrage. C'est le cas de l'exemplaire des Minimes de Toulouse à gauche, où il y a des essais de théorèmes en marge de l'exposé sur les proportions, ou de celui de Louis Mauduit à droite, où la critique de l'usage modal du terme tonus par Salinas est relevée de figures d'anges, je ne sais pas si vous le discernez, j'aime beaucoup ce petit ange, et de fleurs au crayon. L'examen à présent de l'un des chapitres les plus souvent annotés du traité va nous permettre de reconstituer de manière très matérielle l'activité scientifique des lecteurs. Donc le travail cumulatif, vérificatif, correctif mené par les citoyens de la République des Lettres sur les œuvres des Viri Illustri du siècle précédent, nous le voyons à l'œuvre donc dans leur lecture du chapitre du De Musica consacré à la division de la corde en 12 demi-tons égaux. Un passage qui est déjà critiqué en son temps par Zarlino dans les marges de son propre exemplaire, un volume que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, car il est venu s'ajouter, couronner même les collections françaises bien après la période considérée. Et il y aurait aussi beaucoup à dire sur la réception de Salinas après la période que je considère aujourd'hui. Dans ce chapitre, Salinas, donc il s'agit du chapitre 31 du troisième livre, Salinas préconise le tempérament égal, qu'il attribue à Aristoxène de Tarente, pour l'accord des viols ou des vihuelas, des instruments où le choix entre demi-tons majeurs et mineurs, qui étaient des éléments essentiels du système dit parfait, était rendu impossible par l'application d'une même frette à plusieurs cordes. Le chapitre illustrait ainsi, l'air de rien, l'une des plus fortes remises en question de la validité d'un modèle théorique multiséculaire. Marin Mersenne avait souscrit à la suite de Salinas à l'emploi du tempérament égal pour le luth ou le théorbe, mais sans faire l'unanimité. Son correspondant à Angoulême, Gabriel de la Charlonie, luthiste patenté et possesseur d'un exemplaire du De Musica, ne pouvait en manquer de lui en faire le reproche au nom de l'expérience sensible et nonobstant Salinas. Donc, quant aux intervalles de luth, je persiste, nonobstant Salinas que j'ai lu il y a fort longtemps et que j'ai en ma bibliothèque, car ces démonstrations ne sont pas si certaines que les mouvements qui se font sur le luth. D'autant que si l'on faisait ces intervalles égaux, toute l'harmonie que le luth bien ajusté devrait rendre irait à veau de route et serait plutôt une cacophonie. Donc, contestation révérencieuse mais inquiétante. Fallait-il suivre Salinas sur le reste aussi? Diviser un manche en demi-tons égaux supposait, selon lui, de recourir à l'une de ces deux méthodes géométriques qui seule était capable d'obtenir des divisions irrationnelles à partir d'une ligne droite. Soit le mésolabio, un artefact antique inventé par Ératosthène, soit la section dorée, donc le nombre d'or. Une méthode nouvelle, entre guillemets, que Salinas insère dans son traité juste avant sa publication. La segmentation du manche par la proportion divine fascinait les lecteurs, mais suscitait des doutes et poussait donc les lecteurs de Salinas à vérifier de près sa démonstration. Le lecteur anonyme de l'exemplaire de Louis Bizot avait ainsi rempli de calculs les pages de ce chapitre. Vous les voyez ici en marge. Tandis qu'un lecteur de l'exemplaire de Louis Mauduit, sur la page suivante, avait relevé en marge une formulation problématique du raisonnement de Salinas. Or, il s'agissait justement de la conclusion menée par Salinas,
qui est mise en échec par Marin Mersenne dans l'harmonie universelle de 1636. Je passe sur le détail de la mise en échec du raisonnement de Salinas par Marin Mersenne, mais il s'agit précisément en fait, la division de cette corde que vous voyez, de cette ligne supérieure du triangle rectangle correspondant à la corde que Salinas souhaite diviser en demi-tons égaux. Cette division est menée par le nombre d'or, c'est-à-dire que AB sur AE égale AE sur FE, c'est-à-dire que chaque grande section, chaque petite section devient la grande section de la suivante, et les égalités sont terme à terme entre les trois termes à chaque fois. Donc c'est une méthode de construction qui se sert des éléments d'Euclide et d'autres axiomes géométriques, et dont Mersenne conteste une partie du raisonnement. Donc il introduit son chapitre comme ça. Salinas s'est avisé d'une nouvelle manière de diviser le manche des instruments à cordes par le moyen d'une ligne coupée proportionnellement, mais je trouve qu'il a failli en plusieurs choses et que cette section ne peut servir à son dessin. Pourtant, les méthodes circulaient et pouvaient servir à d'autres dessins. L'astronome flamand Godefroy Vandelin, dans une lettre à Mersenne en 1633, cherchait à l'appliquer à la loi de la chute des corps, en réponse aux problèmes posés par Galilée dans son Dialogo publié l'année précédente. Donc, c'est toute cette polémique autour de la mesure de la vitesse d'accélération ou non des graves, des corps qui tombent. C'est en discutant cette hypothèse, à la fois donc, dans le livre du mouvement des corps de l'harmonie universelle en 1636 et dans le traité, donc ça c'est le livre du mouvement des corps, et dans le traité de balistique, de mécanique balistique des Cogitata Physico-Mathematica de 1644, que Mersenne, par ailleurs partisan de la loi horaire établie par Galilée, en revient à réfuter à nouveau le raisonnement fautif de Salinas. Et ces points de rencontre entre mathématiques musicales et physique mécanique devaient aussi nourrir les discussions du cabinet Dupuy à la même époque, puisque le Hollandais Vossius y effectuait ses visites, et que dans les Marginalia, au De Musica de la bibliothèque d'Isaac Vossius, nous voyons aussi la trace de ces discussions. Elle renvoie ici le lecteur à la réfutation de Salinas, qui est incluse dans la Ballistica de Mersenne, Vide Mersenum in cogitati physi mathemat, etc. Donc précisément la référence que vous venez de voir. Mais donc toutes ces réfutations, aussi justes soient-elles, Mersenne, dans l'harmonie universelle, je reviens un petit peu en arrière, les fait suivre immédiatement d'un éloge, c'est le dernier paragraphe de cette page, d'un éloge de l'excellence et de la vivacité de l'esprit de Salinas. Et il s'étonne qu'un homme privé de la vue dès son berceau ait pu faire graver les figures de son livre. Donc l'éloge de l'auteur et la réfutation de ses démonstrations, comme la possession de l'ouvrage et la mise à l'épreuve de son contenu, apparaissent bien comme les deux faces d'un même mouvement de transmission et de constitution du savoir. Le citoyen élu de la République des lettres est par nature destiné, et c'est là tout son honneur, à avoir ses travaux dépassés par ceux de ses propres lecteurs, qui sont aussi ses électeurs. Un an après l'harmonie universelle, René Descartes, à la fin de son discours de la méthode, énoncera une perspective de transmission similaire, que les derniers commençant où les premiers auraient achevé, et ainsi, joignant les vies et les travaux de plusieurs, nous allassions tous ensemble beaucoup plus loin que chacun en particulier ne saurait faire. Et voilà. Je vous remercie en m'excusant de toutes les erreurs que j'aurais pu commettre dans ma communication. Merci à vous. Cette fois, donc, pour une communication aussi, comment dirais-je, aussi dynamique, couvrant des pistes. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle pour Nicolas Andlauer. Oui.
Non. C'est conjonction d'éléments. Tout à fait. Merci. Dans le panier, oui, tout à fait. Oui, Théodora. Merci beaucoup Nicolas pour cette démonstration, pour avoir montré aussi comment il a fait l'objet de réfutation, nonobstant évidemment le respect qu'on lui attribue. Et ça me faisait penser à une comparaison avec la réception des Arminiens en fait. Parce qu'il est vrai que Salinas n'est pas cité si souvent que ça, enfin, en tout cas c'est fait de façon extrêmement ciblée parce que dans les index que j'avais fait, je me souviens que sur ce corpus, on mentionnait généralement, il est cité une dizaine de fois, donc presque la moitié par Mersenne dans ses différents ouvrages, et puis par De Cousu, par an, enfin disons qu'il y a un profil qui est celui que tu as montré des humanistes, et c'est vrai que ces auteurs humanistes pour la musique, puisqu'il y a des changements dramatiques en fait dans les usages de la musique, finalement, vont s'y retrouver dans un certain type finalement de textes qui sont celui que tu as montré. Et du coup, il y a le cas de Zarino qui est à part, et j'ai l'impression que là, on a une espèce de bascule avec la figure de Zarino qui, c'est vrai qu'au début du siècle, c'est un petit peu le représentant de la musique du passé. Bon, évidemment, on pense aux disputes italiennes sur le contretemps. Mais qu'après, une sorte de renversement de perspective, de renversement, parce que ça devient aussi la figure du musicien moderne dans le sens où il articule justement la théorie et la pratique. Et là, ça rejoint la réputation faite à Salinas qui était plutôt au contraire de ça. Donc, du coup, voilà, je trouvais le parallèle intéressant, et puis merci d'avoir montré un peu ce mécanisme de sa fortune et de ses critiques au XVIIe. Oui, oui, et puis ce contrepoint avec Zarlino est tellement riche et tellement... parce que l'un ne va pas, c'est Humpty Dumpty, l'un ne va pas sans l'autre, quoi, vraiment. Et ils se sont construits l'un par rapport à l'autre d'une manière extrêmement serrée, quoi. Et leur réception est du même acabit. Ouais. Enfin, il y a vraiment toute une dialectique qui est vraiment intéressante. Ouais. Alors, à part donc le traité de musique spéculative de Bergier, on se rend compte en fait en le lisant que ça démarque une grande partie du 5e livre de Salinas, mais il y a à l'intérieur des choses qui sont insérées, qui sont nouvelles. Mais je n'ai pas trouvé d'autres choses, d'autres traductions. Alors que justement pour Zarlino, nous avons, oui.